La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Pierre Lauzé, directeur adjoint à la programmation et aux relations avec les communautés chez Cogeco. Bienvenue à cette rencontre. Bienvenue à chacun d'entre vous à cette autre tête-à-tête que vous propose La tête dans les nuances. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de M. Pierre Lauzé. M. Lauzé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. On s'est connus il y a quelques années, justement, dans ce même cadre où vous étiez responsable de Télécommunautaire. Mais je savais très peu de choses de vous, alors je me suis lancé à la recherche, les Internets étant habituellement assez bavards sur chacun de mes invités. J'avoue que dans votre cas, il a fallu fouiller plus longtemps parce que vous êtes d'une présence discrète, je dirais. Discret, comme dans la vie. Voilà. Et j'ai entre autres trouvé, moi je vous ai toujours connu dans l'univers des médias, mais j'ai trouvé que votre première formation académique, c'était l'enseignement. Absolument. Et c'est assez différent, là. Oui, c'est différent, mais je peux quand même vous expliquer comment est-ce que j'y suis arrivé. Parce qu'il y a dû avoir une croisée de chemin à un moment donné qui explique cela. Oui, tout à fait. C'est que quand le moment est venu de choisir un programme d'études postsecondaire, mon idée première était d'aller étudier à Jonquière, faire arts et technologies des médias, comme tous ceux qui travaillaient dans le domaine de la radio et la télé, ou à peu près on fait. Donc, c'est une passion qui date de l'adolescence, vraisemblablement. Parce que, justement, j'étais déjà impliqué à la télécommunautaire à l'époque, comme bénévole. Et là, j'avais réussi à avoir un petit poste de quelques heures par semaine, où là, c'était le nirvana quand tu es étudiant. La consécration. La consécration. Et là, je me suis dit, c'est ce que je veux faire dans la vie. Je veux aller étudier en arts et technologies des médias à Jonquière, et c'est ce que je veux faire de ma vie. Mes parents ont dit, écoute, tu travailles déjà là-dedans, tu as déjà un pied là-dedans, ça ne te tente pas d'essayer d'ajouter des cordes à ton arc plutôt? J'ai compris plus tard que c'était des raisons financières qui ont fait en sorte qu'il y avait ces arguments-là, mais ça résonnait dans ma tête. J'ai dit, OK, d'accord. Fait que j'ai fait mon cégep à Trois-Rivières, je suis resté dans la région, j'ai fait un DEC, j'ai terminé avec... administration, sciences humaines avec maths, avec mes maths. Et je suis allé à l'université en enseignement parce que, probablement que je ne savais pas trop en quoi m'en aller. Puis je me suis dit, avec mes relations interpersonnelles... Déjà, sciences humaines avec maths, c'était la façon d'ouvrir les portes à l'époque. Oui, à peu près aussi. Fait que j'ai fait ça et j'ai tripé. Honnêtement, j'ai tripé. Et tout le long de mes études universitaires, j'ai quand même continué à travailler un petit peu dans les médias. J'ai même travaillé à la radio de CIGB à l'époque, que vous avez peut-être connu quand la station était située face à l'hippodrome de Trois-Rivières, avec un style de musique MOR, vraiment, vraiment smooth, tout ça. J'étais opérateur de soir, de fin de semaine, tout ça. Fait que tout le long de mes études, j'ai travaillé là-dedans. À la fin de mes études universitaires, j'ai un de mes professeurs qui me dit « Écoute, Pierre, j'enseigne l'été dans une école d'immersion en Nouvelle-Écosse. Il me semble que tu fitterais dans le groupe de profs là-bas. Je connais le directeur, si ça te tente. » Puis... Ça aussi, j'avais trouvé ça. Je trouvais ça un peu... pas particulier, mais différent, parce qu'à une certaine époque, quand on allait dans une autre province canadienne, c'était pour apprendre l'anglais, pas pour enseigner le français. Effectivement. Et je me demandais ce qui vous avait amené là. Donc, c'est encore là une partie des médias? Presque, parce que là, en finissant mon bac, on envoie des CV, puis tout ça, puis je m'étais fait dire, en commençant mon bac, tu vas voir, quand tu vas finir, tous les profs vont prendre leur retraite, tu vas avoir une job assurée, puis tout ça. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Donc, à la fin de mon bac, j'ai fini en avril et tout de suite après, début mai, je partais pour la Nouvelle-Écosse pour aller enseigner des classes d'immersion françaises au niveau universitaire sur un campus qui était sur le bord de la mer. C'était à Pointe-de-l'Église, un lieu magnifique. Et tout frais sorti de l'université, j'en ai travaillé des heures, je ne vous cacherai pas, pour planifier mes premiers cours. Tout ça, je travaillais tard le soir, mais ça s'est super bien passé. Et en plus, sur le campus de l'université là-bas,
il y avait un petit studio de télé avec un petit peu d'équipement. Donc, les étudiants qui apprenaient... Et il vous reste encore du temps pour ça? Ben oui, parce que l'après-midi, les étudiants avaient des ateliers. Donc, ben, j'étais responsable de l'atelier télé. Donc, avec eux, on faisait de la télé en français. Fait que ça m'a permis un petit peu de continuer ça. Ce qui fait que cette télé, c'était une télé communautaire, une télé universitaire? C'est une télé universitaire. Il n'y avait pas de diffusion autre que sur le campus. C'était très, très, très interne. Et à la suite de mes 3 sessions là-bas, on m'a offert un contrat à long terme. Et là, j'avais le choix. Ou je signe là-bas et je fais ma vie en Nouvelle-Écosse et ça prend un tout autre tournant. Ou je reviens au Québec, puis j'essaie peut-être de retourner en enseignement, mais j'avais toujours la petite cloche des médias qui était derrière. Bref, j'ai pris la décision de revenir au Québec. C'est un choix déchirant, ça, de dire est-ce que je poursuis comme enseignant? Ça a demandé de la réflexion, oui, mais je me suis dit probablement que je vais être capable de percer en enseignement à mon retour au Québec. Ce qui n'a pas été le cas. J'ai fait un peu de suppléance par-ci, par-là, donc tôt le matin à côté du téléphone pour être le premier sur la liste à avoir une classe à les suppléer. Bien, ça m'a... j'ai pas très, très apprécié. Bref, je suis retourné travailler dans les médias par la porte d'en arrière, ici à CKTM en 91-92. Je dis ici parce qu'on est dans les studios où CKTM était à l'époque. Et j'y ai gravi les échelons d'année en année. J'y ai passé une vingtaine d'années. Alors, si je résume et que j'ai bien compris l'histoire, votre premier choix était déjà du côté des médias. Vos parents vous ont fait prendre un tournant. Votre mère n'a pas tout à fait eu tort en disant que vous aviez un peu d'expérience, que vous alliez y revenir. Et finalement, c'est ce qui s'est avéré. Oui, absolument. C'est ce qui s'est avéré. Puis, je pense que ça a été salutaire dans mon cas parce que, tu sais, j'ai quand même le background d'enseignant. Donc, au niveau formation, au niveau accompagnement, au niveau moniteur ou mentorat, si on veut. J'ai toujours eu ça en moi. Donc, du côté des médias, ça l'aide aussi parce qu'on parle, quand on fait de la réalisation en télé, on a des équipes encadrées, on a des comédiens à diriger. Donc, c'est la façon de transmettre le message. Avec donc, ça n'a pas nuit. Ça n'a pas nuit. Donc, vous revenez au Québec. Oui. Et là, comment se fait la progression? Parce que moi, je ne vous vois pas au début. Je vous vois à TQS, à Radio-Canada, après à MaTV. Comment ça s'enchaîne tout ça? Est-ce que ce sont des expériences successives ou vous y voyez vraiment une progression de caméraman à réalisateur à chargé de projet? Comment ça s'enligne tout ça? Par les aléas de la vie ou bien... C'est un mélange d'un peu tout ça parce que quand je suis entré à CKTM à l'époque, au début des années 90, c'était comme opérateur à la mise en onde. À cette époque-là, les annonces publicitaires à la télé, c'était des cassettes. Chaque 30 secondes était sur une cassette, puis tout ça. Donc, j'ai commencé là à la mise en onde. Ensuite de ça, il a manqué quelqu'un à l'éclairage en studio. Je suis allé en studio aider à l'éclairage. La caméra studio par après, un petit peu d'aiguillage en régie. Et là arrive la scission à Trois-Rivières entre TQS et Radio-Canada, parce que CKTM était affilié à Radio-Canada, et les deux étaient dans la même boîte, et on travaillait pour les deux stations en même temps. Et là, Radio-Canada décide de se dissocier de TQS. Selon mon ancienneté, tout ça, je devais, en principe, passer du côté de Radio-Canada. Sauf que du côté de TQS, on m'a fait une proposition que si je restais, j'étais pour être promu réalisateur. Alors là, c'est autre chose. Là, je m'en vais comme caméraman à Radio-Canada ou je continue à TQS comme réalisateur. J'ai fait le choix de continuer comme réalisateur à TQS, ce qui fait que j'ai fait de la pub, j'ai réalisé de la pub pendant pas mal d'années. Je dois avoir réalisé au-dessus de 300 messages publicitaires. J'ai été à la réalisation du Grand Journal.
J'ai quand même collaboré sur d'autres projets, donc Noël du Pauvre, quand même à Radio-Canada. Mais bref, j'étais surtout du côté de TQS jusqu'à la fermeture de TQS en 2008. Suite à cette fermeture-là, on était devant rien, avec deux associés, deux anciens collègues qui étaient à TQS à l'époque. On a décidé de se partir une petite boîte de production. Les productions Pointe Bleue? Point Bleu, oui. Point Bleu Production. Et on faisait encore là de la pub, du vidéo corporatif, plein de trucs. Et à un moment donné, je reçois un appel des ressources humaines de Vidéotron qui demande des références sur un de nos employés dans la boîte de prod. Je commence à jaser avec la personne des ressources humaines et je savais que c'était pour être un poste qui était à Cap-la-Madeleine, chez ma TV. J'ai fait « Ah, est-ce que Carmen est encore là? C'est elle qui m'avait donné ma première chance à l'époque, tout ça. » Au RH, on me répond « Non, elle vient de prendre sa retraite, justement. » Bon, ça reste là, tu sais. Les semaines passent et je reçois un appel des ressources humaines de Vidéotron. La même personne à qui j'ai parlé me dit « Tu sais, on s'est parlé de Carmen. Ouais, ça ne t'intéresserait pas, son poste? » Là, nous autres, ça allait bien, les affaires. Là, c'était comme, on peut-tu se rencontrer? On peut en discuter. On peut en parler? Donc, je les ai rencontrés. Par après, j'ai discuté avec mes associés de l'opportunité que j'avais. Finalement, elles ont été très compréhensives. J'ai revendu mes parts de la compagnie et je suis parti chez Vidéotron, où là, je délaissais complètement le monde de la production. Parce que j'ai toujours été au niveau de la production sur le terrain, caméra, montage, réalisation, tout ça, où là, je devenais gestionnaire, où j'avais à gérer les équipes de production. Je l'ai fait à Cap-la-Madeleine pendant... j'ai été avec eux pendant presque 12 ans. Je m'occupais de la station de Cap-la-Madeleine. Par la suite, ça a été un centre de mise en onde qui avait à Victoriaville qui s'est rattaché à ça, puis la station de Sorel-Tracy. À un moment donné, comme entre télécommunautaires, on a des partenariats. J'avais des contacts avec les gens de chez Nous TV et on porte à mon attention qu'éventuellement, il y a quelqu'un chez Cogeco qui prendrait sa retraite et que possiblement, ce serait peut-être un poste qui pourrait m'intéresser. Bon, j'ai dit, on verra quand on sera rendu là. On verra. Et plus tôt que prévu, je reçois un petit message me disant « Hey, la retraite a été annoncée, le poste est affiché. » Bon, je vais voir le poste, je fais comme « les exigences sont quand même hautes. » Mais je me dis « Bon, ça fait 12 ans que mon CV n'est pas à jour, ça fait 12 ans que je n'ai pas passé d'entrevue. Peut-être que ça ne serait pas mauvais que je vive cette expérience-là d'embauche. Je vais vivre l'expérience, puis advienne que pourra. J'avais déjà un emploi de toute façon. Donc, je vis le processus. Ça se passe mieux que je pensais, ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui à la tête des 17 stations de Nous TV au Québec, où là, je n'ai plus à gérer les équipes de production sur le terrain non plus, mais je gère les personnes qui gèrent les équipes sur le terrain, donc je suis plus au niveau stratégique. Et vous avez une connaissance totale de l'appareil. Absolument. Vous êtes assis ici devant moi et vous savez absolument comment tout fonctionne. Absolument. De tout niveau. Ouais. Mais ce qui m'amène à votre titre, parce que vous êtes directeur adjoint aux relations avec les communautés, entre autres. Oui. Bon. Alors, directeur adjoint à la programmation, ça parle à tout le monde, je pense. Mais directeur adjoint aux relations avec les communautés, ça, c'est un peu plus flou. Est-ce qu'on parle juste de aller à la rencontre des différents organismes de la société ou est-ce que c'est aussi un levier pour amener des propositions de programmation? C'est un peu des deux. D'abord, directeur adjoint parce qu'il faut savoir que Cogeco a des stations Your TV en Ontario, qui sont le pendant anglophone en Ontario de Nous TV. Donc, on est une personne responsable chacun de notre côté. Et le titre de relation avec les communautés, c'est parce que Cogeco est beaucoup impliqué dans la communauté. On le voit avec l'amphithéâtre ici. Et nous, de notre côté, on doit faire rayonner cette communauté-là, la communauté trifluvienne et les autres communautés partout au Québec où les stations de Nous TV sont implantées et où est Cogeco.
en offrant des moyens de promotion, si on veut, aux organismes, aux activités du milieu, tout ça. Donc, le titre fait référence à ça, à l'aide à la communauté où on peut apporter. Et par le fait même, on ne se cachera pas que ça va au démarchage d'émissions aussi, mais c'est plus pour être le représentant de l'entreprise dans la communauté. D'accord. Tranche de vie, dans mon adolescence, qui était probablement un peu avant la vôtre, j'étais aussi un passionné de la technologie. J'étais preneur de son. Mon père m'avait construit un studio dans le sous-sol. J'étais passionné de ça. Quand je regarde mes propres enfants, ils arrivent à peu près à tout faire avec un téléphone cellulaire maintenant puis un ordinateur, là. Alors, ce qui me passionnait quand je regardais la télé communautaire comme étant une première expérience de travail dans un monde professionnel, est-ce que c'est encore possible de vendre ça aux jeunes d'aujourd'hui qui, technologiquement, ont tout dans le creux de la main? Bien, c'est différent parce que je pense que l'encadrement qui peut être offert dans une station communautaire est différent de ce que tu vas faire à la maison où tu vas apprendre juste sur des tutoriels, où tu vas apprendre avec des influenceurs qui disent « Ah, moi, je prends tel microphone, je prends telle caméra, tout ça », où tu fais ton petit truc à toi tout seul sans avoir trop de notions professionnelles. Tandis qu'ici, bien, c'est de l'équipement professionnel et ce sont des professionnels aussi qui sont là pour former les gens. Moi, je nous compare souvent à une bibliothèque. Dans le fond, on a le choix d'acheter un livre et de le lire et de le garder, au même titre que tu peux t'acheter une caméra pour chez vous puis faire ce que tu veux avec, ou tu peux aller à la bibliothèque où là, tu as un paquet de livres, ça ne te coûte rien, tu l'empruntes, t'apprends, puis tu t'en bénéficies. Bien, nous, c'est la même chose. Les gens peuvent s'impliquer comme bénévoles, ça ne leur coûte rien, ils ont accès à de l'équipement qui est professionnel, de bonne qualité, ils ont de l'encadrement. Donc, je pense que cette place-là est encore là. Et aussi pour les jeunes qui veulent percer dans le milieu, c'est un bel endroit de stage, c'est un bel endroit pour venir voir si tu vas aimer ça. Parce que quand tu t'en vas travailler dans une grosse boîte, bien, si tu as toujours fait tes petites affaires dans ton sous-sol chez vous, ça a beau être bien beau, bien le fun. Quand tu t'en vas travailler dans une boîte, dans un milieu professionnel qui peut même parfois être syndiqué, ça ne se passe pas tout à fait de la même façon. Donc, je pense que oui, on a encore totalement notre raison d'être. Oui, c'est drôle, l'image de la bibliothèque est intéressante, mais je vous écoutais parler et j'avais l'impression de replonger au Moyen Âge avec cette idée du compagnonnage où l'apprenti apprend à côté d'un compagnon et éventuellement du maître et gravit les échelons dans une équipe qui est déjà au maître de performante, tout à fait. Oui, absolument. Maintenant, dans un monde qui est de plus en plus dominé par les médias sociaux, est-ce qu'il y a un parrainage possible pour étendre, je dirais, la visibilité des productions des télécommunautaires versus les médias sociaux pour dépasser, je dirais, la clientèle qui est en bonne partie celle des câblos-distributeurs? C'est un point qui est extrêmement délicat parce que, oui, c'est clair qu'on aimerait que notre programmation soit vue par le plus de gens possible, que ce soit disponible à tous. Par contre, il ne faut pas oublier que notre financement provient des abonnés au forfait télé des câblos-distributeurs. Donc, si on rend notre programmation accessible à tout le monde, les gens vont se dire, bien, ça ne me donne rien de garder mon abonnement câble ou peu importe, j'ai la programmation quand même où je le veux, quand je le veux. Mais si ça arrive, puis qu'il n'y a plus personne qui a la télé, on n'aura plus de financement, donc on ne sera plus là. C'est dommage, effectivement. Puis c'est dommage qu'on soit peut-être éventuellement plus là à un moment donné, oui, mais c'est dommage que notre programmation ne soit pas accessible à tous. Par contre, il faut quand même laisser le privilège, si on peut dire, aux clients télé d'avoir de la programmation qui lui est exclusive en premier lieu. Et bien, par la suite,
il y a toutes sortes de stratégies de distribution de nos contenus qui sont là puis qui sont envisagées aussi pour le futur, pour dire, bon, bien, une fois que ça a été diffusé à la télé, que le client a pu en bénéficier en premier, bien là, on peut utiliser différentes plateformes pour rendre ce contenu-là un peu plus disponible parce qu'on ne se cachera pas que les gens qui nous approchent pour venir faire des émissions avec nous, bien, on se fait toujours poser la question, c'est immanquable, est-ce que ça va être sur Internet? C'est immanquable. On peut pas renier cette technologie-là qui est là, c'est certain. Et dans le réseau actuel, chaque station de Nous TV, il y en a 17 au Québec, on le disait en entrée de jeu. Est-ce que c'est 17 stations indépendantes les unes des autres ou bien c'est déjà 17 stations qui forment un réseau qui s'échangent la production d'une région à l'autre? En fait, c'est 17 stations qui s'échangent une partie de la programmation, mais notre mandat est de faire de la programmation la plus locale, la plus locale possible, parce qu'on s'adresse à la communauté où est la station en tant que telle. Donc, oui, on peut faire des émissions qui vont être d'intérêt un peu plus général, qui va se partager à travers les 17 stations, mais tu sais, on peut faire des conseils de ville. Bien, je pense pas que la séance du conseil de ville de Rimouski puisse intéresser la population de Salaberry de Valleyfield, par exemple. Tu sais, donc, la programmation est surtout faite en fonction de la population locale, de la communauté et d'une station à l'autre. Si vous faites le tour de notre site Internet, vous allez voir chacune des stations, vous allez voir la programmation qui y est faite. Et d'un endroit à l'autre, tout dépendant de la communauté et des intérêts locaux qu'il y a là, la programmation va être différente. Et à ce compte-là, est-ce qu'entre les câbleaux-distributeurs existe toujours cette porte battante? Je me rappelle d'avoir animé, par exemple, Place de l'Hôtel de Ville à MaTV, qui était diffusée sur Nous TV, et qui avait des émissions de Nous TV qui s'en allaient à MaTV, même si c'est deux câbleaux-distributeurs différents. Il y a même eu des soirées électorales où les deux câbleaux-distributeurs joignaient leurs efforts pour permettre d'avoir l'équipe nécessaire et les moyens de le faire. La situation de Trois-Rivières est particulière parce que dans la même ville, depuis les fusions, on se retrouve avec deux câbleaux-distributeurs. Donc, le CRTC autorise que la programmation qui est considérée comme de la programmation locale et d'accès chez un câbleau-distributeur le soit aussi chez le câbleau-distributeur qui est dans la même ville. Et donc, comme les deux ne sont pas des concurrents parce qu'ils ont chacun leur territoire, cet échange-là est tout à fait favorable. Mais on pense aussi à la traversée du lac Saint-Jean, chaque été, qui est produite par l'équipe de Nous TV au Fjord du Saguenay. Et cette programmation-là est diffusée aussi sur MaTV. En tout cas, par le passé, ça l'était diffusé sur MaTV parce qu'on voulait en faire bénéficier le plus de citoyens possible. On parle de plus en plus de la télévision comme d'un médium vieillissant. Est-ce que c'est la télé qui est vieillissante ou c'est la câbleau-distribution? Ou ni l'un ni l'autre? Bien, en fait, la câbleau-distribution, c'est encore un mot qui est on ne se cachera pas péjoratif, là, parce que la distribution de la télé se fait sous d'autres plateformes. On pense à Epico chez Cogeco, qui est un produit qui est différent de la câbleau-distribution. C'est de la télévision IP, donc c'est distribué par Internet. Donc, le médium est encore là, puis est encore, comment dirais-je, pertinent. Puis là, je compare avec les codes d'écoute des grandes émissions. On pensait à Stat ou Indéfendable, tout ça, qui trouvent encore leur épingle du jeu, qui tirent leur épingle du jeu et qui visent en presque les millions de téléspectateurs. Donc, oui, la pertinence est encore là. C'est le moyen de distribution, tout simplement, qui est différent. Je vous sens tout à fait passionné par ce nouveau rôle que vous occupez depuis à peine même pas un an encore à ce jour. Mais est-ce qu'il y a quelque part quand même le féru de technologie qui s'ennuie d'être sur le plancher de la production? Bien, toujours. C'est certain que parfois, j'aurais le goût de me mettre en arrière de la caméra puis d'apporter mon grain de sel, ça c'est certain. L'intérêt est toujours là.
D'ailleurs, même à la maison, j'ai mon ordinateur avec mon petit système de montage, puis je fais mes petites affaires pour garder la main, ou je sais pas, l'intérêt est encore là, tu sais, de toute façon. Mais je trouve que le fait d'être à un autre niveau et de comprendre la production et la façon que ça se passe, puis tout ça, bon, oui, ça l'aide dans mon travail parce que au niveau des requêtes qui me sont acheminées, puis tout ça, je comprends bien les besoins, tout ça. Mais oui, effectivement, des fois, je vais partir les équipes, puis je me dis, j'aimerais donc ça être avec eux autres. Puis tu sais, je pourrais me le permettre à un moment donné là, d'aller faire mon petit tour, ça, c'est certain. Donc, ça, c'est encore possible, mais je sais, vous disiez tantôt avoir vendu vos parts dans la boîte de production privée, mais est-ce que, à titre de hobby, comme d'autres font du golf, une production Pierre Lauzé, c'est envisageable? Oh, peut-être pas. Peut-être pas à ce niveau-là. Je pense que c'est plus un hobby personnel à qui j'aurais pas de compte à rendre. Tu sais, par exemple, là, je fais une petite confidence, je fais des petites capsules sur le vin que j'ai mis sur YouTube à un moment donné. Je faisais ça pour moi, pour le fun, pour faire profiter de mes connaissances parce que le domaine viticole, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Fait que j'ai joint l'utile à l'agréable. Mais Ça, on trouve ça sur votre chaîne YouTube? Parce que j'avoue que celle-là, je ne les ai pas trouvées, mais ça m'intéresse. Ah, bien, je vous donnerai le lien. D'accord. mais tu sais, je continue à le faire, mais je ne veux pas avoir de compte à rendre. OK. Alors, en toute liberté. Tout à fait. Tout à fait. Bien, c'était une superbe rencontre, Pierre Lauzé, que j'ai appris à découvrir au-delà de celui qui m'avait offert ma première chance à ma TV. Très content de vous avoir revu et en avoir appris un peu plus sur... Très content aussi, Robert. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.